Et aujourd'hui, nous abordons une question qui divise et suscite de nombreuses réactions. Que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Après avoir quitté ses fonctions en 2021, l'ex-président a été largement réélu le 6 novembre dernier et prendra ses fonctions dans quelques heures à la Maison-Blanche. Ce retour soulève évidemment des interrogations sur l'avenir politique des États-Unis, mais aussi sur ses conséquences pour la scène mondiale. Est-il l'homme de la situation ou est-ce un simple retour en arrière ? Nous vous invitons à partager votre avis et à participer à cette discussion de passionnés ce matin. C'est une discussion passionnée en tous les cas, en compagnie de notre invité. Tout d'abord, Dominique Dirlewanger, historien et enseignant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonne année, Dominique. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour parler de cette journée historique, parce que c'est quand même une journée historique. On va en parler dans un instant. Bonjour à David Letard, ou rebonjour David. Bonjour. Merci d'être là aussi pour débattre avec nous. Merci à Virgile, ou rebonjour Virgile, puisqu'il était là tout à l'heure entre 6h et 7h. Rebonjour Philippe, comment ça va ? Virgile qui sera là également entre 16h et 20h. Et puis Léo de Garrigue qui joue les prolongations ce matin. Léo, on le disait, une journée historique. Tout à fait, c'est une victoire magnifique pour le peuple américain. Elle va nous permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous sommes le 6 novembre 2024. Donald Trump célèbre son retour à la présidence américaine. 8 ans après sa première élection, Trump a-t-il changé ? Son électorat s'est en tout cas élargi. Son entourage lui est entièrement acquis, avec le facétieux Elon Musk en tête de gondole. Trump va-t-il changer l'ordre ou plutôt le désordre du monde ? Quel contre-pouvoir face à lui ? Ce sont les enjeux soulevés par notre débat du jour. Dominique Dirlewanger, vous étiez sur ce plateau début novembre, jour de la réélection de Donald Trump. 2 mois et demi plus tard, est-ce que vous avez peur ? Oh, la peur est toujours très mauvaise conseillère, donc j'ai pas peur. Je suis pas extrêmement satisfait des annonces faites par Donald Trump. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'improvisation de sa part, même si la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que il y a 8 ans, c'était autrement plus difficile de lire entre les lignes ce qu'il allait faire, que là, visiblement, sa garde rapprochée a anticipé. Ils ont des projets très concrets, sauf que personne n'est capable de nous dire aujourd'hui ce fameux choc qui nous annonce les 24 premières heures après son investiture. Donc tout le monde attend de savoir ce qu'il va décider dans les 24 prochaines heures. Le meilleur exemple, c'est ce week-end sur TikTok. Ça ferme, ça ouvre, oui. Ça se rachète pas. Donc il y a quand même beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation. D'ailleurs, c'est une question qu'on vous pose, quand même. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? On vous pose cette question. Question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution et aux chiffres. Cela vous inquiète à 53%. C'est une bonne chose à 47%. Bon, ça inquiète quand même la population. Et on a pu voir durant tout le week-end, le sondage, il a pas mal bougé. Et il faut quand même dire que c'est souvent cette case-là. C'est quelque chose qui inquiète quand même un peu la population. Il faut dire que les temps sont inquiétants. Les défis qui nous attendent ces 15, 20, 30 prochaines années sont immenses. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que les annonces de Trump pour la planète ne sont pas terribles. Forêt. Donc augmenter les rejets de CO2, d'avoir absolument aucune mainmise et aucun leadership sur les questions environnementales, c'est plutôt inquiétant. Les tensions avec la Chine, avec des grands acteurs sont aussi relativement inquiétantes. Donc ça peut expliquer assez facilement le fait que, et puis comme je le disais avant sur l'improvisation, c'est très difficile de le lire, c'est ça qui quand même est éminemment compliqué. Je suis même pas sûr que lui-même sache exactement qu'est-ce qu'il veut faire dans l'immédiat. Il a des slogans, ça il est très fort, il a un charisme et puis une présence médiatique, ça c'est sûr. Il a fait plier des géants de la tech qui seront prêtés allégeance du jour au lendemain. Les mêmes qu'il avait exclus il y a 4 ans sont en train en gros de s'aplatir à 4 pattes devant lui. Donc voilà, la situation est effectivement très difficile. Il y a un titre, j'ai reçu une notification du matin. Il revient à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, Trump veut agir avec une force sans précédent. Voilà, on peut comprendre qu'on soit inquiet d'entendre ce genre de choses. La violence et la brutalité, il en a fait sa marque de fabrique. Donc c'est sûr que, je ne sais pas, pour les sans-papiers américains, aujourd'hui, la situation, elle est extrêmement inquiétante. Il a annoncé la plus grande déportation de l'histoire. Il faudra juste qu'il révise un peu son manuel d'histoire, parce que s'il veut se mettre au niveau de la traite négrière, c'est effectivement des dizaines de millions de personnes qu'il va devoir déplacer, parce que je ne crois pas qu'il en soit capable. Et puis après, il y a tout le volet de relance du pouvoir d'achat, mais qui se fait sur des politiques qui sont extrêmement controversées. Alors, dans l'immédiat, ça peut effectivement fonctionner, même s'il y a le bilan de Biden qui est quand même très bon. Donc la croissance américaine par rapport à la croissance européenne, elle est nettement supérieure, ça c'est sûr. Des analyses tablent sur 7-8% de taux de croissance avec les mesures de dérégulation qu'il va proposer. Puis après, il y aura le choc. Le choc de sa politique
douanière, la manière dont les grands acteurs économiques et la Chine en premier lieu vont réagir. C'est ça qui va aussi être déterminant. Puis là, on verra si son front, le groupe autour de lui va se maintenir. Parce qu'Elon Musk, pour le moment, il est dans une espèce de lune de miel avec Donald Trump. Mais s'il y a des politiques douanières discriminatoires et puis que les usines Tesla à Shanghai doivent fermer, je pense que le vent va tourner assez vite. Ouais. Ouais. On a reçu un message vocal de Damien de Genève qui veut prendre part à cette discussion, à ce débat ce matin. On l'écoute et on continue de débattre sur ce sujet dans un instant. Écoutez, au départ, j'étais pendant la campagne. Bizarrement, j'étais un petit peu comme l'ont fait les médias, formaté pour qu'on soutienne Kamala Harris. C'est parce que quand on écoutait les médias, Trump c'était épouvantable, on nous montrait tous les trucs les plus obscènes de Trump, tout ce qui était les mauvais côtés de Trump, c'est ce qu'on nous a montré. Et c'est vrai que moi Trump c'était pas par rapport à sa politique qui me dérangeait, c'était par rapport au personnage au départ, parce que je le trouvais un peu grossier, obscène, vulgaire et tout ce que je n'aime pas. Mais au final, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça peut être bien. Non, je pense que c'est une bonne chose. Et puis surtout, il y a une chose que je ne supporte plus. Même moi en tant que gay, c'est ce mouvement woke avec de vouloir défendre les minorités, et c'est devenu trop loin. Je pense aussi que par rapport à ça, je suis quand même content que finalement ce ne soit pas les démocrates qui ont gagné, parce que sous leur politique, pendant les 4 dernières années, c'est devenu épouvantable. Et je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre et revenir à des valeurs un peu normales. Et même si au départ, moi, c'était juste le personnage qui me dérangeait, parce que voilà, il est un peu spécial. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Merci à Damien de Genève qui a réagi. Vous pouvez faire comme Damien, envoyer vos messages vocaux par WhatsApp 079 121 9000. Que dire parce que c'est intéressant, c'est vrai qu'on a mis un peu la trouille avant l'arrivée de Trump, et puis finalement on entend un discours qui est en train un petit peu de changer. D'accord avec ça, Dominique Girvanger ? Je pense qu'on doit juste faire reconnaître sa victoire électorale, et puis en démocrate, on peut difficilement dire qu'il n'est pas légitime à son poste. La question simplement, il y a des choses objectives pour dire que ce personnage en fait devrait pas être élu. Il a été condamné par la justice pour des dizaines de titres d'inculpation. Il a été reconnu il y a 10 jours responsable des émeutes, et puis de vouloir invalider l'élection d'il y a 4 ans. Donc c'est un antidémocrate. Donc là-dessus, je pense que c'est pas simplement une question d'opinion ou de relation avec les médias pris comme un gros bloc. Les médias, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'auditeur vient de nous dire. Il a quand même Fox News derrière lui. Il y a des dizaines et des dizaines de médias qui sont extrêmement à soutenir en fait tout ce retour conservateur. Donc c'est pas aussi cohérent et aussi homogène que ce qu'on veut bien décrire. Le type est effectivement dangereux. Il est dans une expérience d'un premier mandat, et donc à ce titre-là, il y a effectivement des choses qui vont évoluer par rapport aux 4 premières années où il était au pouvoir. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est pas que les choses sont en train de tourner, c'est-à-dire qu'on va voir si le système démocratique américain, les contre-pouvoirs vont réussir à corseter, comme ça a été en partie le cas dans son premier mandat. David Letard. On a des fois quand même juste le sentiment que Trump c'est le pire président au monde. Les médias effectivement ont un rôle à jouer, et là ça va être long pendant 4 ans, parce que on va écouter, voir certaines choses. Je trouve que parfois comme les médias manquent d'objectivité quand même sur le personnage. Alors oui, c'est un personnage qui est assez, il n'a pas les codes comme les autres. Si on regarde en France, mais pas qu'en France, en Suisse aussi, mais il y a des voyous partout. En Italie aussi, des voyous partout. Ils prennent du fric dans leur poche, ils trompent aussi les électeurs. Enfin, il n'y a pas que Trump, j'ai le sentiment aussi. Mais là, quand je commence à parler comme ça, et c'est ce sentiment que ça me donne, c'est quand on donne quelque chose d'un peu positif sur Trump, tout de suite on est soit de droite ou un facho, parce qu'on commence à se dire tiens, pourquoi pas Trump, il peut avoir quelques bonnes idées. Je suis sûr que tout le monde peut penser qu'il a comme 2-3 bonnes idées. Alors on peut être, selon vous, on peut être inquiet sans être pour autant contre
Oui, alors effectivement, on taxe facilement les gens, on les juge, surtout pour ceux qui diraient voilà, Trump il a quand même de bonnes idées, etc. Moi, lorsque je lis certains articles ce matin, lorsque j'ai regardé un petit peu les médias, à les entendre, on dirait que la Terre va s'arrêter de tourner, que la mer va se retirer, que le soleil ne va plus se lever, puisque Trump est arrivé au pouvoir. Je pense que tout cela, c'est une fausse bonne idée. Trump veut du changement, et je pense qu'il y aura du changement avec lui. Si les gens ont voté pour lui, c'est qu'ils veulent que ça change. Si on a voté pour Trump, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en Amérique. Donc du coup, on veut du changement, on prend Trump. C'est vrai que c'est un personnage clivant, il a vraiment une personnalité atypique. Sa meilleure carte, c'est la polémique, on est bien d'accord. Après, est-ce qu'il va vraiment faire tout ce qu'il dit ? Je ne pense pas. Mais il veut se faire remarquer et je pense que sa meilleure façon d'exister, c'est la polémique. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Au principe, c'est ce qui a souvent été non, mais évoqué. Faites la biographie de Trump. J'entends, il a fait des faillites monumentales. Il a toujours présenté comme un self-made man. C'est un héritier. Tout l'argent lui a été filé par son père. Il a en gros qu'un seul objectif, c'est de s'enrichir. Il a lancé ce Bitcoin samedi pour effectivement faire des coups. Donc non, je pense pas que ça soit le retour de la politique avec ce qu'elle a de noble, avec la volonté de l'intérêt commun et de régler les problèmes pour l'ensemble de la population américaine. Par contre, là où je suis d'accord, c'est sur le diagnostic. Il y a un ras-le-bol aujourd'hui d'une majorité de l'électorat américain. Il y a une faillite du Parti démocrate qui est absolument manifeste dans la période de succession, de transition après Biden. Ouais. Ils ont nommé un candidat beaucoup trop tard. Il n'y a pas eu du tout d'anticipation de l'arrivée de Trump. Trump, il a aussi démonté complètement le Parti républicain. Il n'y a pas d'alternative à Trump aujourd'hui à droite. Donc c'est ça la situation un petit peu nuancée en fait de la situation de la politique américaine. Et après sur les médias, il y a aussi des relais très puissants. Enfin, j'entends le principal réseau social, il est acheté par un des principaux alliés de Donald Trump. Donc les médias bosse pour Trump aussi. Si vous lisez Le Figaro, si vous écoutez BFM TV, si vous écoutez Fox News, vous n'avez pas du tout l'impression que Donald Trump est aujourd'hui le type que tout le monde démonte et que tout le monde déteste. Pas du tout. Il y a des soutiens très importants et il y a une radicalisation et un clivage très fort aujourd'hui au sein de l'opinion entre les pros et les antis, ça c'est sûr. Léo. On a l'impression, à vous entendre, que en disant on est dans l'incertitude aujourd'hui de savoir ce qu'il va décider, qu'un seul homme a un pouvoir gigantesque à la fois sur les États-Unis et sur le monde. Est-ce que par rapport à il y a 8 ans, les contre-pouvoirs sont moins nombreux ? On pense notamment à la Cour suprême, plus haute juridiction américaine, qui est acquise à sa cause, avec notamment un juge de plus de son côté par rapport à il y a 8 ans. Est-ce que vous avez la sensation que les contre-pouvoirs seront moins nombreux pour ce mandat-là de Oui, et puis alors dans les effets d'annonce, la multiplication des annonces faites par Donald Trump, il y a effectivement cette volonté de dégraisser complètement le système fédéral. Donc là aussi, il va y avoir une offensive très très dure contre l'administration, contre tous contre les journalistes. Il faut se rendre compte, quand les correspondants aux États-Unis vous racontent comment ils sont au premier rang, puis que dans les meetings, il fait huer la foule face aux journalistes et face à la presse, là, il y a quand même, disons, un déni de démocratie, un déni de débat politique argumenté qui est extrêmement grave et qui est dangereux pour la démocratie, pour la culture politique. Donc ça, c'est certain que de ce point de vue-là, on est en droit de s'inquiéter. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a une ingérence de la part aujourd'hui de l'équipe de Trump dans les affaires européennes et dans d'autres États qui est aussi inquiétant. Et donc, il y a absolument nécessité de faire front commun et d'espérer que les Européens puissent tenir tête. Ouais. Que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? C'est une question que l'on vous pose sur notre site mlemedia.ch. Question sondage. On vérifie, on regarde comment ça bouge, comment ça évolue. Ça vous inquiète à 58%, 42%, c'est une bonne chose. Continuez de donner votre avis, ça nous intéresse. Vous pourrez, je vous rappelle, participer au débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000 par message vocal ou écrit. Ça fonctionne très très bien. On revient dans un instant avec Dominique Delvanger. Merci d'être avec nous, historien et enseignant. Et nos chroniqueurs, c'est juste après la pause. Vous ne bougez pas, 8h50, à tout de suite sur M et sur Canal. Ni pour, ni contre, bien au contraire.
Que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? C'est vrai que c'est une journée historique. Votre avis nous intéresse sur le site mlemedia.ch. On en parle ce matin avec notre invité Dominique Dirlewanger, historien et enseignant. Merci d'être avec nous. Nous a rejoint sur le plateau Thomas Lécuyer. Bonjour oui, Thomas. Que pensez-vous du retour de Thomas Lécuyer sur le plateau? Bonjour. Il n'y a pas les chevilles qui gonflent. Nous, ça nous fait plaisir de te voir. Merci en tous les cas d'être avec nous. Tu as suivi un peu le débat en coulisses? Bien sûr, j'étais à fond. Alors, ton avis, toi, sur la question? Moi, je pense que Trump rejoint la longue liste des dirigeants populistes qui ont de plus en plus de succès d'année en année. Orban en Hongrie, Erdogan en Turquie, il y a eu Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde, il y a Giorgia Meloni en Italie, Geert Wilders aux Pays-Bas, par exemple. La liste est longue de ces gouvernants populistes qui créent une espèce d'autocratie, d'oligarchie avec des copains très très riches. Même Emmanuel Macron, finalement, en France, il refuse le vote du peuple, parce qu'il a quand même perdu les dernières élections. C'est quand même un copain des milliardaires qui met en avant les intérêts de ses copains milliardaires. Je veux dire, il y a plein de... Le populisme, il est aussi à nos portes. Et Trump, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai l'impression. Ça nous amuse, parce que de mettre en avant ces frasques, ces déclarations, mais je pense que c'est le monde entier qui se radicalise, malheureusement, et le futur est assez inquiétant. Ça nous amuse vraiment. Et Trump n'est pas pire qu'un autre. Il y a un côté un peu clown qui fait qu'en Europe, en tout cas, on aime bien mettre en avant ces frasques, mais il est peut-être pas pire que certains qui sont déjà au pouvoir depuis quelques temps. Pire que Jean-Claude Van Damme, quand même. Voilà. Non, mais oui, je sais pas, ça fait pas rire en fait. Non, mais pas pire, c'est-à-dire qu'il est à la tête de la première puissance économique et financière mondiale, pour pas dire militaire. C'est ça, ce qui change par rapport à... Il y a un rôle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis ont enfin adossé dans leur histoire, c'est celui du messianisme et de la destinée universelle. Donc ils ont bâti avec l'ONU, avec un nombre incalculable d'interventions dans le monde, à jouer un rôle majeur. Or, ce qu'on constate bien avant Trump, et là je vous rejoins, ça a déjà commencé avec Clinton, mais c'était Bush père qui avait mené une campagne en Irak, le fils qui reprend en fait la guerre, mais sans déclaration, en s'asseyant sur les décisions de l'ONU. Donc là, il y a en fait des premiers chocs très importants sur le rôle des États-Unis en fait au niveau mondial, et puis des nouveaux acteurs, la Chine que j'ai déjà mentionné plusieurs fois ce matin, qui va jouer là un rôle, où on est on a la Russie aussi qui est en embuscade, l'allié israélien avec l'accord de paix qui a été signé ce week-end et qui sera aussi sur le ballon. Donc il y a d'énormes enjeux géostratégiques et mondiaux où le rôle des États-Unis est attendu. Oui, mais alors et donc avec un type comme Trump, effectivement, de nouveau, ça va être difficile à lire, ça va être difficile de comprendre, et puis de s'assurer en fait de sa fiabilité, de sa stabilité. C'est ça où pour nombre de partenaires, dont l'Europe, qui est quand même, on est au cœur de ce continent, va devoir composer. Ouais. Alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, lors de son précédent mandat, c'est l'un des présidents qui a fait le moins d'opérations militaires. Sa politique à ce niveau-là, c'est plutôt de ramener les soldats à la maison, donc il est peut-être moins va-t-en-guerre que les autres. Il a énormément de défauts terribles, mais en tout cas, il est peut-être moins va-t-en-guerre que les autres, et ça, c'est peut-être un signal pour le monde aussi. Ouais. Alors, ce week-end, il y a eu un épisode avec, très brièvement, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, avec TikTok, qui a été coupé aux États-Unis sur le territoire américain pendant quelques heures. Il a été ensuite partiellement réenclenché. Que dire de ce qui s'est passé avec TikTok? Parce que ça, c'est quand même un message assez fort. Bon, disons, c'est la partie émergée de l'iceberg des tensions qu'il y a en ce moment avec la Chine, puisqu'en fait, l'accusation qui est portée par l'administration de Biden, qui est de faire de ce réseau social, en fait, un instrument d'espionnage et un instrument d'influence politique dans le débat aux États-Unis. Donc, l'idée d'interdire ce réseau social naît de là. Et donc, c'est une offensive et c'est un clash direct, en fait, avec les autorités chinoises. Après, le système judiciaire impose la fermeture, donc c'est ce qui est annoncé. Et puis, il y a cette période de transition qui a lieu en même temps, où Trump a annoncé à plusieurs reprises qu'il a
n'avait pas tout à fait arrêté sa décision. Elon Musk a annoncé au début de la semaine déjà qu'il était prêt à racheter le réseau social pour son exploitation sur sol américain. Donc ça, c'est une des conditions qui est mise. Et donc là, il y a aussi simplement une guerre économique. C'est-à-dire, il s'agit de faire pression suffisamment sur les dirigeants de cette plateforme pour leur dire, écoutez, si vous voulez continuer d'exister sur sol américain, il faut vendre ça à un capitaliste américain. Ça rappelle d'autres épisodes dans l'histoire où effectivement on a fait mettre des flottes, des canonnières à l'entrée des ports du sud de la Chine pour les obliger à acheter de l'opium. Donc on a des précédents historiques où effectivement, quand on n'arrive pas à régler un conflit économique de manière plus ou moins pacifiée, on passe à ce moment-là avec des armes un peu plus du chantage et puis de confrontation directe. L'histoire se répète effectivement. Léo de Garrigue. On parlait tout à l'heure de l'importance des médias. On voit qu'Elon Musk veut racheter TikTok. Il possède déjà X, réseau social influent par excellence. Mark Zuckerberg s'est rallié à Trump récemment, patron de Meta, donc d'Instagram et Facebook. Comment on explique cette idée que les médias dressent un portrait faux de Donald Trump alors que finalement tous ceux qui sont derrière lui sont à la tête de médias? Comment on explique ce décalage-là? Je ne pense pas que les médias dressent un portrait faux de Donald Trump. Au contraire, ils font leur travail, les médias. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un certain nombre de choses à porter, un certain nombre de critiques à rendre visibles et audibles. Donc ça, c'est un travail hyper important aujourd'hui. C'est pas par hasard que les médias sont un contre-pouvoir. C'est indispensable qu'on ait des médias critiques aujourd'hui. Si on les a plus, si effectivement on tombe dans un système où les réseaux sociaux à la clique, où il n'y a plus de fact-checking, où il n'y a plus d'informations qui est vérifiée, ça c'est une catastrophe absolue. Nombre de récits dystopiques vous montrent que c'est la première étape justement vers des régimes dans lesquels les totalitaires sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'il y a les 5 plus riches hommes de la planète qui seront aujourd'hui à l'investiture. Il ne faut pas oublier Jeff Bezos, qui possède le Washington Post, et il ne faut pas oublier non plus le patron de LVMH, qui vient essayer de négocier en sous-main un abaissement des droits de douane depuis l'Europe pour les produits de luxe. Donc Bernard Arnault est là aussi. Donc en fait, c'est une internationale des capitalistes derrière Trump. C'est pas le peuple dans son ensemble, c'est pas l'intérêt commun et le bien commun. Non, c'est une véritable internationale des capitalistes qui sont là pour soutenir la politique du pire parce qu'elle permet de faire des affaires. David Letard. Peut-être juste une info là pour ceux qui essaient de joindre par WhatsApp ou Instagram certains collègues, vous n'y arriverez pas parce que la grève a commencé aujourd'hui, elle dure jusqu'au 26 janvier, ça s'appelle Lights Out Meta, c'est aux États-Unis à l'occasion de l'investiture justement de Donald Trump. Donc c'est une grève des réseaux Meta, Instagram, WhatsApp, Threads, Facebook qui a démarré déjà. Donc voilà, donc ça fait comme ça a commencé déjà aujourd'hui là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais ça montre qu'il va y avoir des phénomènes de résistance. Que face justement à l'injustice, face à des politiques qui sont extrêmement... je parlais avant des sans-papiers, etc. Il y a des gens qui vont essayer d'organiser des systèmes de protection, on va essayer de mettre en place toute une série de mesures, par exemple pour les enfants de sans-papiers nés aux États-Unis qui ont des papiers américains, qui ne soient pas envoyés dans des foyers, mais qu'on puisse effectivement les mettre chez des proches. Enfin, il y a toute une stratégie qui doit être mise en place. Et effectivement, s'il y a des formes de résistance dans les médias, c'est le cas. Le New York Times aussi, le New York... Enfin, il y a quantité, effectivement, de choses très intéressantes qui, espérons-le, permettent de limiter. Parce que 4 ans, c'est à la fois très long, puis ça va être court, parce qu'il ne peut pas se représenter après, même s'il a promis qu'après une journée de dictature, on n'aurait plus jamais envie de voter. Donc, voilà. Bon, alors il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'il avait promis. Il avait promis des choses, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs on en avait parlé déjà autour de cette table, il avait dit le jour où je viens, 24 heures après, la guerre s'est terminée en Ukraine, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a quand même un cessez-le-feu qui a été mis en place. Finalement, dans tout ça, il y a quand même 2-3 choses qui... Alors c'est pas forcément encore directement lié à Trump, parce que c'est encore sur le régime Biden, mais que dire de ça? Bon, sur l'accord de Gaza, c'est encore un peu tôt pour vraiment voir sur quoi va déboucher, parce qu'on est dans la phase 1. Oui. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 8 mois que tout processus de paix est bloqué parce que Netanyahou et une partie de la droite israélienne nationaliste ne veulent absolument pas d'accord. Parce que l'objectif, c'est que la guerre, elle sert aussi les intérêts domestiques de Benjamin Netanyahou. S'il n'y a plus de guerre, franchement, il n'est pas du tout sûr de garder sa place. Oui. Donc là, il faudra voir aussi qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui permet aujourd'hui de débloquer la situation, si c'est effectivement l'administration de Trump des deals ou simplement d'affaiblir Biden. On a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la fin d'un régime démocrate aux États-Unis. Puis ça, c'est le jeu d'influence.
sur l'Ukraine, il est déjà en train de dire que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Oui. Et puis Elon Musk a aussi fait des déclarations en fin de semaine dernière pour dire que oui, alors il avait promis 2000 milliards de coupes, mais en fait, s'il arrive à 1000 milliards, il est déjà content. Donc on voit déjà que ça rétropédale sévère, parce qu'effectivement, l'épreuve du réel va les obliger quand même à devoir un minimum accorder, même si, on se souvient au moment de l'investiture, il y a 8 ans, il avait dit que c'était la plus grande manifestation qui avait jamais eu lieu à Washington, et puis les images des médias avaient bien montré que par contre là aujourd'hui effectivement je pense que les places vont être chères, surtout qu'ils sont obligés d'aller à l'intérieur parce que fait un peu froid aujourd'hui à Washington. Oui, en effet, c'est le faut croire que le climat, la planète n'est pas hyper content de le voir arriver, donc un petit coup de froid là. Merci beaucoup Dominique Derwanger. On va se retrouver dans un instant pour un dernier tour de table après les infos. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage très brièvement avec cette question, que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison Blanche? 57% ça vous inquiète, 43% c'est une bonne chose. Merci d'avoir voté. Je vous présente le nouveau sondage avec le sujet qui sera débattu demain. C'est dans un instant, c'est pour vous, c'est sur MS, c'est sur Canal+. Merci beaucoup Dominique Derwanger. Mot de la fin pour terminer. Non, mais ça m'amuse qu'effectivement, la dernière fois où il a fait froid comme ça à Washington, c'était pour Ronald Reagan, et de rappeler qu'en fait, Donald Trump lui a piqué son slogan, parce que Make America Great Again, c'était le slogan de Reagan il y a bientôt 40 ans. Donc c'est un copieur, c'est un menteur, un menteur, manipulateur. Et en plus, c'est un repris de justice, il a été condamné plusieurs fois. Donc, Bon, c'est vrai que il y a de quoi être inquiet. Quand même, le sondage parle de lui-même en tous les cas. Merci beaucoup Dominique Derwanger d'être venu. Merci Maurix, d'avoir commencé l'année avec nous, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci David Lothar. Un petit mot pour le mot de la fin. Je reste prudent pour la suite. Je n'aurai peut-être pas les mêmes mots que vous avez utilisés. Je me réjouis de voir la suite. Enfin, je me réjouis. Je serais curieux de voir la suite en tout cas. Voilà, je n'aurais d'autre à dire, mais c'est préoccupant. Thomas Lécuyer. Oui, alors si on devait enlever tous ceux qui doivent aller en prison et qui sont au pouvoir actuellement, il y aurait du monde. Et par rapport à Ronald Reagan, Trump lui a aussi piqué son programme, puisque Reagan disait en 81, le gouvernement n'est pas la solution à notre problème, le gouvernement est le problème. Donc voilà, c'est la continuité de l'ultralibéralisme réganien. Un petit conseil lecture, Philippe. Trop et jamais assez, un portrait psychologique de Donald Trump fait par la psychologue Mary L. Trump, nièce de Donald Trump, qui dresse un portrait. Elle parle de lui comme un menteur pathologique, c'est très intéressant. D'accord. Comment vous dites le titre ? Trop et jamais assez. Un oxymore pour terminer. C'est parfait. Demain, nous parlons de toute autre chose. Êtes-vous accro à votre smartphone ? C'est notre nouvelle question au sondage et c'est le sujet que nous débattrons demain avec Niels Weber, psychologue et spécialiste de l'hyperconnectivité. On en parlera avec lui, ça va être un sujet très intéressant. Êtes-vous accro à votre smartphone, Dominique ? Ouais, je le crains. Oui. David ? Oui. La vérité, on est tous. On va faire un groupe de parole. TikTok a disparu pendant quelques heures, c'était un drame, c'était pas possible. La grève sur WhatsApp et tout va peut-être être un peu moins. Peut-être on va réussir. Bon, on parlera de ce sujet en tous les cas demain. Rendez-vous sur le site mlemedia.ch pour répondre à cette question. Êtes-vous accro à votre smartphone ? Et puis je vous rappelle que vous pouvez prendre part au débat également en envoyant votre message vocal par WhatsApp 079 121 9000. Les messages écrits, ça fonctionne également très très bien. Et merci pour toutes les réactions et pour vos nombreux votes sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme